Qui est-ce qui veut s'exprimer? Un élu de préférence. Bonsoir, Stéphanie Giré, maire déléguée de Lemilibeu. Je vais juste faire un commentaire. Je m'adresse plus particulièrement au monsieur de Valoriem. Je voulais vous remercier pour cette présentation claire, détaillée, mais aussi sincère, puisque vous avez aussi souligné vos limites, les limites du projet. Et j'espère que ce soir, il y a bien une prise de conscience et qu'une implication de tous les acteurs du territoire, public comme privé. Mais je suis sûre que tout le monde en a conscience ici ce soir. Merci et bonne continuation. Voilà une belle parole d'encouragement. Oui, bonsoir, Jean-Luc Rochefort, maire adjoint de Grand Paris. Je voudrais revenir sur le budget d'investissement de 5 millions d'euros. Est-ce que c'est 5 millions d'euros net pour vous ou c'est des déductions faites de subventions publiques? Non, actuellement c'est 5 millions net pour nous, donc si effectivement, notamment sur des dispositifs en faveur de la protection de l'environnement, il peut y avoir des aides européennes, etc., comme ça a été le cas à Carbone-sur-Garonne par exemple, elles seront évidemment intéressantes à aller chercher. Mais pour l'instant, enfin, voilà, on est sur le préliminaire, on voulait juste s'assurer, avant de mener toutes ces études qu'on fait actuellement, que dans l'ensemble, il y avait une économie. Après, voilà, il y a encore beaucoup de paramètres à définir. Mais effectivement, sur la côté de subvention, pour l'instant, on n'a pas fait d'hypothèse trop positive. Oui, bonjour. Je ne suis pas élu. Peut-être qu'il y a des élus qui peuvent intervenir avant moi. Non, allez-y tout de même, éventuellement, c'est pas grave. Voilà. J'ai ce rôle difficile de parler pour ceux qui ont été qualifiés de subjectifs, d'intégristes, etc. Donc je vais essayer de le faire avec un peu de distance, en expliquant d'où je viens. Je m'appelle Marc Arnoux. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans une grande ONG assez sérieuse qui s'appelle le Fonds mondial pour la nature, le WWF. Et je travaille actuellement dans une organisation qui s'appelle European Resource Network. Et mon métier, c'est-à-dire je ne fais pas ça en dilettante, je ne fais pas ça en bénévole après une journée de travail. J'y consacre tout mon temps. C'est de contribuer à faire en sorte précisément, là je réponds directement à M. Huguette, que l'écologie des fleuves, la question de la restauration des milieux aquatiques, qui ont été singulièrement artificialisés, c'est notre histoire, c'est notre belle histoire à nous les hommes pendant 150 ans, 200 ans. Donc je travaille pour que cette question-là ne soit précisément ni extrémiste, ni subjective, ni fantaisiste, mais bien sérieuse. Et dans les organisations dans lesquelles je suis, nous nous efforçons, et c'est particulièrement difficile dans un pays qui n'a pas une très grande culture ni écologique ni énergétique, ce qui est le cas de la France. Nous travaillons avec des représentants du monde de l'entreprise, avec des pêcheurs, avec des élus, avec des collectivités plus ou moins grandes, avec des producteurs d'énergie, etc. Donc les quelques mots que je vais vous dire sur l'écologie des fleuves et sur la raison qui fait que depuis une vingtaine d'années, nous travaillons pour qu'un certain nombre de barrages soient enlevés, petits ou grands, dans notre pays, pour que d'autres soient conservés en étant améliorés, et pour que même, éventuellement, quand c'est nécessaire, on construise des ouvrages. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas question d'être dans une idéologie pro ou anti-barrage, mais d'essayer de faire en sorte que nos sociétés, nos communautés, nos territoires, qui pendant des décennies ont vécu avec des barrages, avec des fleuves très abîmés, avec des populations de poissons migrateurs qui se cassaient la figure, se disent: tiens, nous rentrons dans le 21e siècle, celui de la transition énergétique, mais aussi celui de la transition écologique, et de temps en temps, enlever des ouvrages, ce qui est une question extrêmement compliquée, et on en a la démonstration ici, et je suis ravi
de participer à cette soirée. Enlever des ouvrages, ça n'est pas revenir en arrière, ça peut être aussi créer de la valeur et ça peut être aussi progresser. Mais je ne vais surtout pas apporter de réponse à... moi, je suis en faveur évidemment des effacements, depuis longtemps, mais à la discussion de ce soir, parce que je veux juste rappeler un ou deux points sur ce qu'on appelle l'écologie des fleuves. Moi, je respecte l'entreprise Valorem pour sa compétence sur l'éolien, pour le travail qu'elle fait depuis très longtemps en faveur d'une conception un petit peu plus ouverte de la production, de la distribution, de l'utilisation de l'énergie. Mais je suis moins enthousiaste quand je vois que dans la présentation qui est faite, qui est préliminaire, je l'ai bien entendu, on envisage, a priori, vous envisagez de résoudre cette question extrêmement complexe de la continuité écologique en disant froidement, on va prendre les saumons, on n'a pas parlé des anguilles, on n'a pas parlé d'autres migrateurs, on va les mettre dans des camions, on va les monter, on va les faire redescendre. Effectivement, nous pouvons, nous, société, faire le pari de la vie au bord de rivières technologiques avec des espèces qui continuent de disparaître, et la situation du saumon, et la situation de l'anguille, et la situation globalement d'un certain nombre d'espèces de milieux aquatiques n'est pas bonne en France, n'est pas bonne en Europe, n'est pas bonne dans un certain nombre de pays. Ça n'est pas de l'idéologie, c'est un constat qui a conduit l'Europe en 2000 à lancer la directive cadre sur l'eau. Donc, le fait en 2016 de dire pour une entreprise que je respecte, parce que dans le domaine de l'éolien ou du solaire, elle a une excellente réputation, arriver ici ce soir et dire écoutez, nous, la question de la transition écologique, de la continuité écologique, on va la résoudre avec des substituts technologiques. Je suis vraiment, franchement, très étonné par rapport à un état de l'art et une prise de conscience grandissante sur le Rhin, sur le bassin de la Loire, sur un certain nombre de fleuves en Espagne, sur un certain nombre de fleuves, etc., partout, qui consiste à dire nous sommes dans des pays dans lesquels nous avons des flux de production d'électricité très, très importants, alors que... Vous pouvez poser votre question, si vous plaît. Non, je ne veux pas poser une question, je veux juste dire Alors, s'il vous plaît, on se calme, on n'est pas d'accord, mais on se respecte. On se respecte. Alors, je vais finir. Terminez, monsieur, s'il vous plaît. Je vais finir. Donc, nous sommes rentrés depuis une dizaine, une quinzaine d'années dans une phase de restauration des fleuves, qui veut dire que de temps à autre, on peut effacer des barrages, on peut les équiper de dispositifs de franchissement quand c'est possible, etc. Mais que dans la situation qui est la situation actuelle autour de la cellule, on en vienne à dire qu'on peut transporter, pour résoudre la question des migrateurs, les saumons ou d'autres poissons par camion, ça ne me paraît pas être, et je suis obligé d'arrêter de parler, puisqu'il semble que ça soit un petit peu compliqué, ça ne répond pas du tout aux enjeux de restauration de l'écologie des fleuves. Merci. Merci, monsieur. Merci. Moi, je voudrais d'abord m'étonner du mépris que vous affichez à l'égard de ceux que vous avez appelés les bénévoles, qui, par opposition à vous, qui êtes sûrement un grand professionnel, et vous avez dit tout à l'heure, moi je ne suis pas une sorte de bénévole qui fait ça le soir après son travail. C'est pas très respectueux pour l'engagement de toutes les personnes qui, depuis des années, se battent pour garder les barrages. Alors, quand on veut pas respecter, la première règle, c'est de respecter les autres. Alors, vous êtes sûrement un grand ingénieur, mais je vous indique qu'il y a aussi des ingénieurs qui pensent exactement le contraire de ce que vous dites. Et il n'y a pas de raison de penser a priori qu'ils soient moins bons que vous. Lorsque la société Valorem, avec ses ingénieurs spécialisés, présente un dossier, présente des solutions, vous me permettrez de penser qu'ils ont autant de crédibilité technique que vous. Lorsque les membres du cabinet de Madame Royal, eux aussi, qui sont des ingénieurs, prévalident ce qu'a dit la société Valorem, vous me permettrez de penser
que les ingénieurs du ministère de l'Environnement sont au moins aussi bons que vous. Vous me permettrez de penser que M. Wong, qui a proposé un certain nombre de solutions techniques dont la STEP est aussi bon que vous. Vous me permettrez de penser que des gens qui travaillent à EDF, qui sont des ingénieurs et qui valident également, sont aussi bons que vous. Alors, que vous preniez comme vos amis ce dossier-là sur le ton de la suffisance et du mépris ne m'étonne absolument pas, mais je vous dis que nous, on le voit d'une autre façon. Nous, on prouve morceau après morceau, explication après explication, la faisabilité technique, la faisabilité économique, la faisabilité financière et l'utilité des barrages de Vezin et de la Roche-Bois. Et ce ne sont pas, monsieur, vos propos teintés de mépris qui changeront quoi que ce soit à notre engagement. Stéphane. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Jacques Bouvet, maire de Saint-Martin-de-Landais. Je m'adresse simplement à la société Valorem. 2 questions. La première, c'est dans votre présentation, c'était relativement précis, mais j'ai peut-être loupé un épisode. C'était de savoir si par rapport aux différents modes de production que vous avez l'habitude de gérer, est-ce que vous avez des exemples d'ouvrages hydroélectriques? Ça, c'est la première question. Et la seconde, donc il a été question d'investissement tout à l'heure, ça a été reprécisé, notamment dans le fonctionnement, non pas d'un point de vue production électrique, mais remontée des poissons, des valaisons. Donc là aussi, il y aura un coût de fonctionnement. C'est de savoir un peu quel pourrait être ce coût de fonctionnement. Et puis, je reviens un petit peu au début de la réunion, puisque John a fait un historique très précis. Je rappelle qu'en 2014, quand Ségolène Royal est venue à la Masure, effectivement, à l'époque, elle a évoqué le portage par une société d'économie mixte. C'est des choses qui se font vraisemblablement. Alors moi, à partir de ce moment-là, c'est une réflexion que j'ai eue en tant qu'élu local, et je me dis qu'il faut qu'on soit quand même très vigilant par rapport à ça, savoir où est-ce qu'on met les pieds, parce que c'est quelque chose d'important. Et je crois que là-dessus, la clé de répartition, alors les pourcentages ont été évoqués tout à l'heure, mais c'est un point qui doit attirer l'attention de l'ensemble des élus et des administrés de la vallée de la Céline. Une précision du côté de Valorem? Oui, Antoine? Je ne suis pas certain d'avoir compris la première question, vous m'excuserez. J'ai cru comprendre donc, quelles étaient nos références, ou du moins, voilà, combien de... Voilà. Aujourd'hui, on exploite principalement pour le compte de tiers, on n'a pas de parc, enfin de centrale hydroélectrique en propre. Par contre, on a des acteurs qui ont aussi des parcs éoliens pour lesquels on exploite leur centrale. C'est principalement dans le sud-ouest. Oui, centrale hydroélectrique, tout à fait. Alors oui, après, on a des autres types d'énergie que l'on exploite. Comme M. Grandidier l'a expliqué, on a un peu plus de 400 MW. Alors en centrale hydroélectrique, si vous voulez des précisions, on est à, si je ne m'abuse, à 12 MW actuellement exploités par Valorem. Principalement des basses chutes. Des chutes inférieures à 15 mètres. Alors la deuxième question, il y avait une question en tout cas, c'était le coût de fonctionnement du dispositif de montaison et de dévalaison. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de préciser. Le coût principal en phase d'exploitation, ça va être les coûts de transport liés au déplacement donc, de ces espèces. Alors en effet, pas que le saumon, mais les espèces, les poissons migrateurs. Nous, on avait budgétisé, c'est pareil, c'était une première approche, mais qui s'affinera dans le temps et sur la base des données, des relevés qu'on avait eus sur Carbone-sur-Garonne. Encore une fois, on ne refait pas l'histoire, on reprend une technologie qui existe sur un projet exploité par EDF. Nous avions pris l'hypothèse de 300 transports, enfin 300 allers-retours de camions par an, donc maximum, fourchette plutôt haute. Et on avait budgétisé, je crois que c'est une enveloppe de 35 000 € sur cette phase uniquement, coût d'exploitation pour cette... À l'instar du propos de notre député. Bon, je ne suis peut-être pas du bon côté néanmoins, parce que je suis du côté effectivement de ceux qui veulent accompagner à la fois un projet de développement économique du territoire et qui répondent effectivement
à nos obligations réglementaires. Vous l'avez dit, monsieur le député, fort justement, vous avez parlé d'obligation de résultat pour obligation de moyens, c'est vrai. Et là-dessus, je vais bien évidemment ne pas vous contredire. Par contre, ce qui est vrai aussi, parce que vous êtes un homme de droit, me semble-t-il, de formation, et là, je ne partage absolument pas votre analyse juridique, mais là où le droit passera, et on verra effectivement qui aura tort ou qui aura raison, je ne veux pas apporter la contradiction ce soir sur ce plan. Il y a déjà une décision de justice, je rappelle, qui imposait la libre circulation piscicole au 31 décembre 2013. Cette obligation n'est toujours pas engagée. Ça veut dire que nous sommes déjà dans une procédure, et c'est ce point-là qui est particulièrement sensible, et il ne vous aura pas échappé, me semble-t-il, ou il ne peut vous échapper, dans le sens où là, on est déjà sous la contrainte et le risque de pénalité d'astreinte journalière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ça maintenant c'est plutôt, parce que je pense que ce qui paraît intéressant pour vous, pour nous, c'est de nous inscrire dans un débat constructif, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire quelques observations et je vais poser quelques questionnements. Certains d'entre eux d'ailleurs ont déjà été posés sur le partenariat public-privé. Néanmoins, je voudrais quand même, et ça a été dit, vous l'avez dit tout à l'heure, le partenariat public-privé, il sera majoritairement supporté, et ça c'est la loi qui le dit, par des fonds publics. Ça veut dire que s'il est supporté majoritairement par des fonds publics, et en l'occurrence certainement par un engagement des collectivités, que ce soit au niveau local, départemental ou régional, les risques seront majoritairement supportés par les collectivités. Ça veut dire que faire une économie de 37 millions d'euros aujourd'hui, attention au risque d'inflation et des conséquences économiques qu'on fera porter sur les collectivités territoriales quand demain, effectivement, si l'exploitation devait s'avérer, je dirais, négative, on fera supporter aux collectivités territoriales bien ce partenariat, parce qu'elles auront à mettre la main à la poche. Maintenant, je voulais effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, c'était m'interroger sur le retour d'expérience de Valorem dans l'hydroélectricité, puisqu'autant, effectivement, ça a été dit qu'on connaît Valorem sur l'éolien, sur le photovoltaïque, et c'est aussi un petit peu sur d'autres domaines. Dans votre présentation de la société, vous n'avez à aucun moment, même si vous avez dit parler de croix, vous n'avez dit et exprimer le retour d'expérience sur des grands ouvrages. Et ça, et on le voit d'ailleurs, et on le sent. Je vais m'expliquer. Parce que on va faire quelques remarques et quelques questionnements très rapides sur la façon, alors, on a parlé de façon approximative idéologique pour certains, alors je voulais vous dire, on va revenir sur la faisabilité effectivement technique, et notamment environnementale. Vous avez, et donc une première question, c'est, vous avez dit parler d'intervention à la demande de la collectivité en 2015. Alors je voudrais jamais savoir, moi, puisque c'est vos propres propos, quelles sont les collectivités qui vous ont sollicité quand vous êtes intervenu en mai 2015 et quels ont été les financements engagés et par qui? Ça c'est la première question. En plus, ensuite, vous parlez du rapport d'expertise sur les inondations. J'ai entendu effectivement le souci exprimé par les élus de l'UC, sauf que le rapport d'expertise ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact négatif, il dit surtout qu'il n'y a pas d'impact positif des barrages sur les conséquences des inondations. Donc ça, c'est le rapport d'expertise qui le dit. Non mais, écoutez, on n'a peut-être pas la même lecture. On n'a pas la même lecture, dont acte. Bon, alors, ensuite, vous parlez, alors, on va parler un petit peu de poisson, mais très rapidement. Vous avez, excusez-moi, je pose une question, je vais poser des questions. Alors, pour l'instant, c'est pas des questions. Alors, c'est des remarques, mais qui vont amener des questions. Ah oui. C'est tout simplement. Allez-y, posez vos questions, monsieur. Merci, monsieur le Président. Vous avez évoqué, alors vous proposez donc, pour ce qui intéresse la reprise des poissons, la réalisation d'un barrage, d'un ouvrage. Or, je voudrais savoir comment vous allez, parce que ça c'est une vraie question, comment vous allez traiter l'autorisation administrative au-dessus de la loi sur l'eau pour créer un barrage sur une partie de cours d'eau qui est classée en liste 1. Ça c'est la première question. La deuxième, et c'est aussi c'est le projet lui-même qui repose sur les deux ouvrages, c'est-à-dire Vezin et La Roche-qui-Boit, sauf que La Roche-qui-Boit appartient à EDF et n'appartient pas à l'État. C'est quel est aujourd'hui le niveau de négociation que vous avez avec le propriétaire de l'ouvrage, donc de La Roche-qui-Boit, et comment vous envisagez effectivement
d'acquérir cet ouvrage ou que celui-ci vous soit concédé par EDF pour permettre la viabilité de la station de pompage. Parce que c'est un vrai problème de fond. S'il n'y a pas deux ouvrages, le dispositif ne marche pas. Voilà, je m'arrêterai là, mais en tous les cas, il y a quelques questions essentielles, me semble-t-il. Qui souhaite répondre à Monsieur Doron? J'ai Monsieur Doron qui est bénévole, hein, il nous l'a rappelé. Voilà. Plutôt que des réponses fermes, je dirais, on peut en tout cas suggérer quelques pistes sur vos dernières questions. Et sur la première, sur la partie SEM, il est effectivement très clair qu'au sein d'une SEM, les collectivités sont majoritaires, c'est la condition d'établissement d'une SEM. Par contre, voilà, tout s'étudie en termes de montage financier, il n'est pas obligatoire non plus que la SEM soit majoritaire au sein d'une société qui exploiterait le barrage. Donc si elle souhaite limiter son engagement parce qu'elle pense ainsi limiter un risque, si elle pense qu'il y a un risque, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Après, sur la partie EDF, donc la dernière partie de votre intervention, il est évident que les deux barrages doivent s'exploiter conjointement, qu'ils n'ont pas le même régime juridique actuellement, et que par définition, si l'État souhaite, parce qu'il y a des repreneurs intéressés, que les barrages puissent perdurer et être exploités efficacement, avec donc des aménagements qui nécessitent un réinvestissement, etc., ils ne peuvent être faits, ces réinvestissements, que si les deux barrages sont gérés par le même exploitant. Donc il faudra qu'effectivement l'État prenne ses responsabilités quelque part par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que l'État est actionnaire majoritaire d'EDF, et donc voilà, la décision appartiendra à l'État de voir comment juridiquement ça peut être fait. Et, enfin, rien ne semble très difficile dans ce contexte. Et sur la partie plus environnementale, je passe là. Vous parliez de l'ouvrage, création d'un ouvrage. On n'a absolument pas parlé de création d'un ouvrage, si ce n'est de mettre en place un dispositif au niveau donc, de la montaison juste derrière le barrage de Roche-qui-Bois. Donc là, on ne crée pas d'ouvrage en tant que tel. Et sur la dévalaison, je pense que c'est ce à quoi vous faisiez allusion, on réutilise un seuil qui est existant, qu'on ne vient pas créer, donc on reprend un ouvrage existant. Donc quand même on est en liste 1, vous avez totalement raison, on ne vient pas entraver la continuité écologique, on réutilise un ouvrage qui est existant, et dans l'optique d'améliorer la continuité. Donc encore une fois, là il faut inverser le principe. Le principe, c'est bien entendu de mettre un dispositif pour permettre la continuité écologique. Donc on utilise un seuil existant, on le réhabilite pour pouvoir mettre ce dispositif de prise d'eau ICO-compatible, qui sont quand même des process validés par les services de l'ONEMA, qui sont installés actuellement sur toutes les centrales hydroélectriques, si vous connaissez bien le milieu. Et donc, voilà, on applique aujourd'hui les process, les règles pour pouvoir répondre à cette obligation de continuité écologique. Après, encore une fois, on réutilise des dispositifs qui sont utilisés actuellement. Comme vous l'avez dit, on ne réinvente pas la poudre, on n'est pas non plus des spécialistes de l'hydroélectricité, j'en conviens. Mais in fine, on se rapproche de cabinets spécialisés et on utilise des choses qui marchent, qui sont reconnues par les services instructeurs. Je ne vous écoutais pas a priori, donc... Stéphane, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Attends, je veux compléter la réponse par rapport au partenariat public-privé. Déjà là, vous parliez de risque, que ce serait le public qui prend le risque. Bon, aujourd'hui, pour le moment, c'est Valorem qui prend le risque. On mobilise un certain nombre de personnel pour étudier la possibilité d'arriver à concilier la protection de l'environnement et la production d'énergie. Les salariés qui sont là, moi-même, on touche des salaires, on va faire des études, on va dépenser de l'argent. Et on va dépenser de l'argent très risqué. Donc, parce qu'effectivement, c'est pas la décision, c'est de continuer ou pas cette exploitation, c'est pas nous qui allons la prendre. Il y aura des experts qui seront nommés par le ministère, et sur la base de l'avis de ces experts, le ministère prendra sa décision. Donc nous, on essaye de faire des propositions, on essaye effectivement avec créativité et avec pugnacité, parce qu'on pense que c'est important d'arriver à prouver que ces choses sont conciliables. Et on va tenter le challenge, relever le défi. Mais on n'a aucune garantie d'y arriver, et donc, dans ce cas-là, c'est nous qui prendrons les risques. Au cas
où effectivement le ministère déciderait de la continuation de l'exploitation. Derrière, de toute façon, la partie privée de cette installation, il y aura un appel d'offres. Donc, encore une fois, on n'a aucune certitude d'être choisi comme l'industriel, le privé, qui pourrait composer, qui serait dans le montage juridique de l'opération. Donc voilà, deuxième niveau de risque. Et troisièmement, une fois que l'opération est montée juridiquement, et en admettant qu'il y ait du public et du privé dans cette opération, rien n'empêche que les 5 millions d'euros soient complètement apportés par le privé sous forme de compte courant d'actionnaires. Bon, c'est des choses qui se pratiquent assez régulièrement. D'autant plus que j'ai calculé, la rentabilité est à 6%. 300 000 net, vous avez dit 400 000, 100 000 pour vous, il reste 300 000 pour 5 millions d'investissements. Voilà, donc voilà, c'est rentable. Voilà, donc c'est effectivement, on sait que les collectivités ont pas beaucoup d'argent, donc en fait l'ONU a donné ordre à tous les pays du monde de faire des barrages en amont. Michel, ce serait bien que tu prennes la parole. Sur cet accident. Or, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît qu'en cas d'accident ou d'incident nucléaire, la disposition consistant à avoir d'une part une force électrique proche et d'autre part des réserves d'eau douce proches constitue une défense en profondeur du territoire. Et en ce sens-là, les barrages et les lacs sont en réalité une véritable garantie, un sauf-conduit en cas de pépin nucléaire d'une articulation forte. J'en ai témoigné auprès de la commission de Thérèse Perrin, donc la contre-expertise mandatée en 2015. Elle a consigné dans son rapport ce témoignage et elle a assorti du commentaire suivant: la mission ayant interrogé l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, qui était à l'époque dirigé par Jacques Repussard, confirme les propos qui ont été portés en ce qui concerne le nucléaire. Et par ailleurs, je souhaite mentionner ici que j'ai reçu également le soutien de Didier Anger, un élu écologiste de la Manche, qui est soucieux du nucléaire et qui, contrairement à un certain nombre d'autres de ses camarades, dit que le maintien et l'exploitation de l'hydroélectricité sur la cellule est une relativement bonne chose. Donc je tiens à le dire, le projet qui nous est présenté est une chance. Ne la méprisons pas au nom d'une écologie, on va dire, extrême. Au contraire, essayons d'intégrer la question de la continuité écologique, comme ça a été proposé, et peut-être mieux encore, la voie de la conciliation des points de vue de l'énergétique et de l'écologique est indispensable. Merci. Merci Bernard, merci beaucoup. Louis Deshoges réclame le micro, il est au premier rang, il va falloir que tu cours vite. Il faut que tu cours vite. Et il n'aura pas de prime, hein, il est bénévole. Oui, merci, bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le président et le vice-président de notre association, parce que j'ai été élu, mais je me considère aujourd'hui comme membre de l'association des Amis du Barrage. Et je les remercie pour tout le travail qu'ils font en collaboration avec notre député en particulier. Et c'est grâce à eux qu'on en est là. Alors, quelques remarques seulement. Je confirme les propos d'Henri-Jacques de Witt sur la solidité du barrage. Et je me rappelle de la personne qui nous l'a dit, puisque nous étions présents sur le barrage lui-même. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, contrôlait le barrage. C'était un membre de la DRIR, je ne saurais vous donner le nom, mais c'est peut-être consigné dans une des réunions qui a été faite. Donc la solidité, 500 ans, c'est un membre de la DRIR, membre de ceux qui contrôlent le barrage, qui l'a dit. La deuxième chose, je voudrais rassurer nos élus locaux et rassurer Valorem. Je peux vous dire que l'exploitation des barrages, c'est rentable. Et même EDF l'a défendu. En 2006-2007,
lorsque nous avons discuté le dossier, ben, je peux vous dire que EDF défendait le dossier et défendait la rentabilité du dossier dans la mesure où il fallait amortir sur une trentaine d'années les travaux qui allaient être faits. EDF défendait le dossier. Et pourquoi il ne dit pour rien? Parce que c'est l'État. Parce que c'est l'État. À partir du moment où l'État a dit on arrase les barrages, EDF ne peut plus que se la fermer. Et c'est tout. Mais c'est rentable. Alors, n'ayons pas peur pour les collectivités locales. Quelque chose de rentable, ça se trouvera toujours preneur près des privés, et tant mieux. Et puis il y a une rentabilité dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est là, qui est à côté de la production d'énergie. C'est le tourisme. Le tourisme, les barrages sont là, les lacs sont là, c'est du bénéfice pour nous, notre pays. C'est du bénéfice également pour nos pêcheurs de blanc. Ils sont plus d'1 millier, paraît-il. Moi, je ne les connais pas tous, bien sûr, mais c'est une richesse. Et demander à côté à l'exploitant du parc de l'Ange-Michel s'il souhaite la disparition des lacs. Bien sûr que non. Il y a 90 000 personnes qui viennent de l'autre côté à l'Ange-Michel. Et la masure, qu'est-ce qu'on doit dire? Donc c'est quelque chose qui existe. Ça serait difficile à construire aujourd'hui, mais les barrages existent, ils peuvent être exploités, et me semble-t-il qu'une STEP est réalisable. C'est ce qu'avait dit M. Brismont. Je pense que vous l'avez vu peut-être en plus petit, puisque vous ne parlez pas de surélévation du barrage de la Roche-qui-Boit. Alors, merci beaucoup pour le projet que vous nous présentez, et comme Guénéel, soyons unis, c'est sur la bonne voie. Je voudrais simplement ajouter une petite chose, c'est que ce soir, on avait beaucoup de choses, enfin, Valorem avait beaucoup de choses à vous présenter. C'était le plus important, parce qu'on en parlait, c'est un petit peu l'arlésienne, hein, on en parlait, mais on ne les voyait pas. Bon, c'est important que ce soir vous ayez pu les voir, mais on a choisi de ne pas vous parler des projets d'aménagement, tourisme, développement, etc. Parce qu'on se serait réunis pendant 3 jours et on fera une autre réunion là-dessus, bien évidemment. Je voulais vraiment vous rassurer là-dessus, on n'a pas oublié le développement touristique. Stéphane, vas-y. Je me permettrai une remarque aux deux messieurs qui sont devant, sans vouloir polémiquer. J'ai cette malchance d'être et professionnel et bénévole. En 72-73, je travaillais pour le musée d'histoire naturelle. J'ai pas de mérite, je suis né dedans. Dans les années 80, on m'a appris que j'étais écologiste. Au début des années 90, on m'a demandé de faire des interventions à la faculté de médecine à la Sorbonne. J'avais pas le temps, parce que j'ai de la recherche à faire. Et aujourd'hui, je suis sollicité pour intervenir, je n'ai toujours pas le temps. Et par contre, on est sur le terrain. Et je vous pose la question, vous parlez d'économie. Je vais parler de cas concrets. Je crois que vous êtes à la Fédération de pêche. Bon, eh bien, n'allons pas trop loin. À Valjoie, à Saint-Jacques, la Fédération de pêche a acheté pour 435 000 € le moulin de Valjoie. Quand on a rencontré le président de la Fédération de pêche, juste après, nous, on voulait faire des clôtures planétaires, parce que ce que je dis, on est sur du concret, on reste sur le terrain. On lui a demandé si on pouvait les poser. Il nous a dit les études techniques de destruction n'ont pas été faites. En clair, l'agence de l'eau vous a versé 435 000 € pour jouer, parce que j'appelle ça pour jouer, parce que, en tant qu'entreprise, quand on investit, on va jusqu'au bout, y compris dans la recherche, parce qu'on a financé nos recherches. Vous, on vous donne 435 000 € et on ne conçoit pas d'étudier combien ça va coûter de détruire. Et bizarrement, notaire longe le Beuvron qui se jette dans la cellule. Dans cette zone-là, les truites n'aiment pas rester. C'est les pêcheurs qui me l'ont dit. Là, je vous attends sur le terrain. Vous allez voir des zones de pollution. Ça n'intéresse personne. Un endroit, c'est l'amiante. Le crapaud de Berne, le crapaud ponctué, qui est protégé par le traité de Berne, il y a des dizaines de milliers d'œufs tous les ans qui sont nettoyés par les faux, je dirais, les fausses zones humides. Parce que de Saint-Jean dévalent de l'eau. C'est du concret.
les poissons ne passent pas, et on ne résout pas ce problème-là avant de penser à éraser éventuellement les barrages. Et pourquoi non plus vous n'êtes pas remonté au niveau de la Célune, sur là où se joignent l'Arelle et l'Aron? Je crois que c'est parce que je ne suis pas normand au départ. Là aussi, il y a un endroit qui s'appelle le Moulin Neuf. Les eaux sont méthanisées. Il y a un étang qui doit faire 5000 m², qui fait plus de 2 hectares de retenue d'eau en permanence sur des digues qui ne sont jamais consolidées, puisqu'elle appartient à un chirurgien de cardiologie qui est à la retraite qu'après 82 ans. Et toutes les eaux remontent dans la vallée. Allez jeter un œil. Et dites-vous bien que demain, si ça lâche en plein hiver quand il y a de l'eau, il n'y aura rien pour l'arrêter. Merci. Merci pour cette remarque. Stéphane, il n'y a plus personne? Si, je vois quelqu'un qui lève la main. Monsieur Mouton, ça, bah oui, mais il court vite, il est jeune encore, il peut faire le tour. Christian Mouton, secrétaire du comité de défense des riverains de l'Héron et de Célune. Et vous avez parlé de valorisation dans votre projet, évidemment. Et moi, je demande au nom des riverains que deviennent les codes d'exploitation qu'a accepté l'EDF depuis les inondations de 95. Merci. Et puisque j'ai le micro, je vous pose une deuxième question. Vous n'avez pas non plus parlé des cyanobactéries, qui quand même est un petit problème pour le plan d'eau. Alors, sur la code d'exploitation, les simulations de production hydroélectrique, on a tenu compte du maintien de ces codes d'exploitation, à savoir donc réduite en période hivernale pour se prémunir d'une crue particulière et pouvoir mieux la dissiper, enfin mieux la temporiser, on va dire. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, nos simulations intègrent donc ces codes d'exploitation. Sur le deuxième aspect c'était les cyanobactéries, pardon. Oui, alors pareil, on ne peut pas présager de comment nos dispositifs vont fonctionner. Toujours est-il qu'on estime qu'en installant un dispositif de STEP, station de transfert d'énergie par pompage, on va oxygéner l'eau en remontant de l'eau du barrage de Roche-qui-Bois vers celui de Vezin. Et donc on devrait améliorer cette problématique de cyanobactéries qui, alors pareil, d'après les expertises et études qu'on a eues à disposition, sont dans des périodes bien particulières, période estivale, de forte température, et en effet avec les problématiques d'eutrophisation du milieu à cause de l'ensablement, de la sédimentation, merci. On a en effet des problèmes. Donc on devrait, avec les dispositifs notamment de STEP, améliorer ce cas, et encore plus avec le curage de la retenue de Vezin en particulier. D'autres questions? Là, je reviens sur les cyanobactéries. Vous avez un exemple concret, le lac du Gard-les-Dents. Ils l'ont vidé, ils l'ont refait, ils ont autorisé les bateaux à moteur sur certaines zones, ça oxygène l'eau, et tout le monde est content. C'est un exemple. Vezin, les pêcheurs ne veulent pas de bateau, mais ça développerait le tourisme. Justement, j'avais une question à poser, John, à M. Doron. Ah ben tu peux y aller, bien sûr. Monsieur Doron, vous connaissez le barrage de Gard-les-Dents? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond du barrage de Gard-les-Dents? C'est quelle rivière? Le Blavet? Le Blavet, il se jette où? Dans la baie de l'Orient? Il y a des poissons migrateurs qui montent et qui descendent là-bas. Mais ils ne peuvent pas, il y a le barrage. Alors c'est formidable, messieurs, dames, c'est que quand tout. Il y a quand même deux politiques, hein, monsieur Doron. Pourquoi vous n'êtes pas acharné là-bas? Pourquoi vous vous acharnez chez nous? Vous n'avez pas été là-bas? Vous êtes incognito là-bas en Bretagne. C'est quand même formidable. J'espère que vous avez une bonne réponse. Il y a les bonnets rouges! On lui repasse pas la parole, Stéphane, s'il te plaît. Les bonnets rouges là-bas. Ah oui, monsieur Chapelier, il est là, monsieur Chapelier, notre ami Chapelier. Il nous a fait l'amitié de venir nous voir ce soir. Regarde, il lève la main.
Si je réponds Monsieur Doron, si, c'est honnête. Oui, je voudrais reprendre au sujet du rachat de l'électricité de Vezins. Bon, je vois que l'EDF se désengage totalement. À des pressions, comme disait notre député politique, hein, il nous a toujours dit ça, il a marqué, et je pense qu'il est dans le vrai. Alors, Vezins a été nationalisé en 1948, c'est-à-dire tous les ouvrages au-dessus de 3 MW passaient d'office sous l'État. Bon, c'est toujours comme ça, ça augmente un petit peu, vous avez parlé de 4 MW, bon, n'importe. Par contre, à Roche-qui-Bois, c'est sans doute un privé, vu qu'il y a 2 MW, même pas, 1981, vous m'avez dit. Ah, c'est là que je fais la différence. Alors aujourd'hui, Vezins, c'est l'EDF qui exploite, bon. La Roche-qui-Bois, par contre, l'EDF a le monopole de la vente de l'électricité. De la vente de l'électricité, depuis 1948. Mais elle n'a pas le monopole de la fabriquer. Vous avez une microcentrale de 10 kVA, si elle est au nord, vous recrachez dans le réseau EDF, ils sont obligés de vous acheter l'électricité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là. Hein, voilà comment ça fonctionne. Bon, pourquoi on en est arrivé là, hein? Les directives européennes, en 98, effectivement, directive européenne, la libre circulation des poissons migrateurs. La libre circulation. Et la qualité de l'eau. Ah, il y a longtemps qu'on tourne autour de ça. La qualité de l'eau, bon, c'est pas les turbines qui vont polluer. Bon, c'est une pollution industrielle, chimique et humaine. Il y a combien aujourd'hui de communes qui ne sont pas reliées au tout l'égout, et ça va. Des exemples que je vous donne. Bon, par contre, question rentabilité. Vezins est quand même équipé, si mes souvenirs sont bons, de 3 turbines de 4 MW 2. Et il y a quelques mois, on m'a dit, mais Vezins n'exploite plus. J'ai quand même trouvé ça bizarre. J'avais le numéro de téléphone, j'ai perdu. Je téléphone à la mairie des Îles-Bas qui me renseigne, à un petit moment, je tombe sur un agent DF. Je me présente, avec l'identité du Sud-Manche. Ah ben, il me dit, j'ai vu surveiller le barrage. Ah ben, il me dit non, il dit, il y a de l'eau. Non, c'est au mois de mars, ça. J'ai dit, vous avez 40 mètres cubes, il y en a plus de 50 mètres cubes mètres secondes. Alors, 50 mètres cubes, je ne sais pas, les turbines, ils prennent 12 ou 14 mètres cubes mètres secondes, il y a 30 mètres de chute, je crois, on est arrivé à 5000 kVA, tout de suite. Alors, l'EDF exploite quand même. Elle disait qu'elle n'exploitait plus. Voilà. Alors, c'est sûr que Vezins, bon, il y a le barrage, il y a et l'aspect touristique. Hein, nous, on vend pêcheurs, il y a plus de 3000 cartes de vendues sur Vezins. 3000 cartes. Alors, il faut voir l'aspect économique qu'il y a, les retombées économiques. On ne va quand même pas supprimer ça pour quelques saumons. Il faut y réfléchir. Les saumons, il faut qu'ils remontent. Mais on réfléchit, on se met autour d'une grande table. Pas systématiquement, on dit on va. Ça, c'est des gens qui n'ont pas réfléchi. Voilà ce que je dis aujourd'hui. Et c'est clair. Merci, monsieur Châtelier. C'est pour les gens riches. Bon, bah, si personne ne souhaite prendre la parole, on va conclure. Donc, une dernière question au fond, peut-être là-bas? Roger Pertel, j'habite à Saint-Jean-d'Alès, près d'Avranches. Lorsque le maire d'Avranches, Nicolas David, a été élu maire de la ville, il a pris avec son conseil municipal immédiatement une délibération dans le but de maintenir les barrages et les lacs. Depuis 3 ans, on n'a plus entendu personne. On ne les voit jamais à nos réunions. Alors j'espère qu'aujourd'hui, il y a un représentant de la mairie d'Avranches, ici, qui pourra me répondre. Est-ce que, comme beaucoup d'élus, à Avranches, on a une veste qui se met une semaine d'un sens, une semaine de l'autre? Non seulement il fait bien la cuisine, mais il sait bien ce qu'il a à dire. Est-ce qu'on a un représentant de la commune d'Avranches? On a je l'ai dit au début de la réunion, bon, Antoine
devait venir. Antoine, c'est le conseiller départemental, et puis malheureusement, il est revenu sur une autre commune, une autre réunion, je crois. Donc voilà. Mais je pense que lui, c'est pas le genre à mettre sa veste, comme tu dis, d'un côté, une journée, de l'autre côté. Mais c'est vrai que lui, au moins, le conseiller départemental d'Avranches nous soutient ouvertement. C'est pas du tout un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, bon, on va conclure. Très rapidement, moi je suis très content de cette réunion-là. Je suis très content de vous voir aussi nombreux, parce que ça fait plaisir. On a eu un petit peu de débat, bon ben voilà, c'est normal, on n'est pas toujours d'accord, mais l'essentiel c'est de se respecter parce que c'est très important. Je crois que les gens de Valorem nous ont fait un exposé. Je leur dirai tout à l'heure qu'ils ont été brillants, mais devant vous, je ne vais pas le dire. Je vais dire qu'il était précis et qu'il était très professionnel. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, en fait, on est presque au préambule. C'est le début. Donc on est dans le préliminaire. Après, on verra bien ce qui se passera et comment ça va se passer. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est plutôt bien engagé. On a un petit peu même complètement inversé la tendance, et c'est pas pour nous déplaire, ne boudons pas notre plaisir. Donc j'avais souhaité placer cette réunion sous le double signe de l'information et puis de la convivialité. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la convivialité. Et il y a une dernière question. Bonjour Gerbert, moi je suis maire d'une petite commune près de Grandville, et depuis quelques années je suis le travail de l'association, et moi j'aimerais bien adoucir le climat pour la fin de la réunion. Je trouve que ces gens qui sont pour l'arasement ce soir devraient se poser quelques questions. Ils ont entendu le débat et je pense qu'il serait intéressant pour tous les gens qui sont pour le maintien des barrages de dire bon, on est bien parti, ça fait des années qu'on travaille sur le projet, c'est très bien. On a eu un exposé qui nous permet de voir que peut-être que les gens qui étaient pour l'arasement étaient partis sincèrement sur l'idée de dire ce serait mieux de les araser. Maintenant, je pense qu'en ayant vu qu'il y a un travail possible à faire avec une rentabilité certaine, une certaine rentabilité, je veux dire, peut-être allez-vous mûrir un petit peu et puis voir que, non mais sans être complètement pour l'arasement, dire, bah écoutez, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse, voir si on n'a pas cru avoir complètement raison, et en ayant eu un débat ouvert, après tout, les 19 000 personnes qui sont exposées, enfin qui ont voté, sont peut-être pas tous des idiots, et il faut peut-être qu'on revoie un peu notre copie. Et je pense que tout le monde repartira avec un petit plus. Merci à tous. Je salue ton optimisme, Georges. Donc maintenant, si vous voulez bien, on a commencé par l'information, on poursuit par la convivialité, et je vous invite à boire un verre. En tout cas, nous on a soif parce qu'on a trop parlé, c'est sûr.